Yo tout le monde, c'est Léo de Bad Lion. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de B-Basket pour un nouveau concept. C'est-à-dire que cette année je vais aller à la rencontre des acteurs du basketball français pour les interviewer, donc que ce soit les joueuses, les joueurs, les coachs ou même des commentateurs comme aujourd'hui Lucas Nico qu'on va interviewer. On va lui parler du basket français en général, de son métier, parce qu'aujourd'hui il fait du basket 3-3, du basket 5-5, que ce soit féminin, masculin, et il est sur Sport en France chaque week-end pour vous faire vivre la Jeep Elite. Donc c'est parti, on va aller voir Lucas Nico, let's go! Lucas Nico, est-ce que tu peux nous parler de toi, parler de ton métier, ton parcours rapidement? Moi c'est Lucas Nico, je suis journaliste, commentateur. En ce moment je suis tous les week-ends en général sur Sport en France pour commenter la Jeep Elite, un petit peu de Pro B et puis de temps en temps aussi des top 10. C'est vrai que les courtes cuts se sont arrêtés avec le Covid, mais on espère reprendre rapidement la saison prochaine. Un petit peu de top 10 là depuis le début de l'année 2021 pour la LNB. Et ça t'arrive aussi de faire du basket féminin, de la LF2, LFB, comment ça se passe? Alors c'était l'année dernière, pour le coup c'est vrai qu'avec le Covid aussi ça s'est un petit peu arrêté, mais c'est vrai qu'avec la LFB TV qui s'est montée depuis quelques années, ils ont fait appel à moi l'année dernière pour faire notamment l'Open LFB et puis quelques matchs de saison régulière. Donc j'ai fait 4-5 matchs de début de saison de l'année dernière avec en plus de l'Open LFB. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là et d'où c'est venu cette passion de commenter des matchs de basket? Alors moi depuis toujours je voulais être journaliste sportif. J'ai été dans une école de journaliste, donc j'ai été diplômé aux alentours de 2016 et c'est à peu près au même moment où je me suis vraiment lancé dans le métier de journaliste spécialisé basket. C'est vrai qu'à partir de 2014 etc. je faisais des stages, j'ai fait des stages même en troisième etc. dans des rédactions de sport, mais c'est vrai que où je me suis vraiment lancé c'est à partir du moment où j'ai commenté les court cuts en fait. Donc j'avais contacté à l'époque Julien Bonnet qui est celui qui fait le montage et qui fait toute la réalisation des court cuts, et je lui avais dit ouais ça te dirait qu'on fasse un truc un peu à la française avec une voix, avec une incarnation etc. Et puis de là la FEBB m'a fait confiance pour les 5 premiers mois comme ça en mode un peu freestyle pour voir si ça prenait, et effectivement ça a pris. Jeudi 31 octobre 2019, rater le top 10 court cuts FFBB, c'est la seule chose qui peut te hanter. Joyeuse Halloween sur Sissi, on est parti. Numéro 10, si sur ton shoot t'es en galère, appelle à Bakonaté qui débarque en mode Joker. Putback solide du joueur de Marny. Et le numéro 1 cette semaine, Massy a vécu un film d'horreur en Seine-Saint-Denis. Première fois de l'histoire du top 10 qu'une équipe trust les 4 premières places. Nouvelle alley-oop meurtrier. Donc quelques mois après, on s'est lancé vraiment avec la FFBB là-dedans sur une saison complète. Et puis derrière, la FFBB, comme ils ont plusieurs événements dans l'année, la Coupe de France, le basket 3-3, on m'a fait confiance. Premier événement à Bercy direct pour se chauffer d'entrée. C'était sur des jeunes, c'était sur des jeunes au début, ouais. C'est vrai que la FFBB a la Coupe de France, mais pas à l'époque c'était RMC qui diffusait les pros, donc la Jeep Elite, enfin la LNB et puis la LFB. Nous on avait la Coupe de France U17, donc les garçons et les filles. Première finale de Coupe de France U17 avec Cholet contre Chalon, Kylian Hayes et Carlton Dimanche qui soulèvent le trophée déjà à l'époque. Donc tu as des bons souvenirs. Pour commencer, ça c'était le top quoi. Tu rentres dans une salle, tu commentes avec Emeline Ndongue pour le match des U17 féminines et avec Frédéric Fautoux quand même. Donc tu vois, pour les garçons, tu te lances dans quelque chose. Tu es en plus à Bercy dans une salle immense et en plus j'avais personne pour me guider etc. Donc c'est se lancer dans le grand bain tout de suite avec une inspiration à trouver, des choses à trouver. Et du coup pour faire le lien, quand tu exerces ton métier de commentateur, il y a des difficultés j'imagine puisque tu travailles en duo. Vous n'avez jamais travaillé en trio, je pense, mais ça peut arriver sur quelques événements, un peu, tu vois, quand c'est un peu freestyle, je pense à l'Open de France dans le 3-3 où il y a le concours de dunk ou ce genre de moments un peu plus tranquille et cool pour les gens. Donc on peut être à 3 avec 3 micros, mais c'est vrai qu'en général c'est un duo. Et comment du coup vous fonctionnez en duo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus leader, qui va parler plus côté technique sur les joueurs, et un autre qui est plus animateur? Comment ça se passe? C'est vraiment deux métiers très distincts. Ça c'est depuis l'époque Canal+ avec
avec Charles Bietri qui a mis ça en place et c'est devenu comme ça vraiment dans le journalisme sportif. Il faut bien faire la part des choses entre d'un côté le journaliste et de l'autre le consultant. Il y a un journaliste qui est là pour vraiment être pas le leader, mais celui qui doit guider son consultant, amener les sujets, présenter, voilà, donner les infos un maximum, enfin décrire où on est. Et tu as de l'autre côté le consultant qui apporte son expertise, qui apporte son histoire aussi dans le basket, qui donne des anecdotes, qui donne des infos, mais qui n'est pas sur du play-by-play en général. On a le commentateur qui décrit l'action du début à la fin et il y a celui qui l'analyse un peu plus. Ok. Je pense que c'est intéressant de faire la part des choses et de réexpliquer comme ça aux personnes qui nous regardent. Et du coup, tu disais que tu avais commencé avec Courcut, après tu as évolué sur des Coupes de France, etc. Et après, comment ça a évolué tout ça? Petit à petit, en fait, ça va de fil en aiguille. En fait, on te fait confiance de plus en plus. On voit que ça marche plutôt bien. Et après, ça se développe comme ça. À moi aussi de batailler pour obtenir la confiance des gens. Mais c'est vrai que la FFBB m'a fait confiance d'abord sur la Coupe de France, après sur le 3-3. Et puis ainsi de suite. Sport en France aussi. La LFB pareil. On fait les connexions comme ça. Hein. Le basket, c'est un petit milieu. Donc forcément, ça va assez vite. Et puis voilà, les chaînes aujourd'hui, c'est pas forcément évident de faire sa place. Donc là, quand Sport en France débarque avec la Jeep Elite, je connaissais un réalisateur qui m'a dit il y a une occasion là-dessus en plus de l'équipe. Est-ce que ça te dirait? On prend des risques, on y va. Ok. Ouais, donc pour le rappeler, la LNB cette année est gratuite et diffusée par Sport en France et l'équipe aussi. Donc toi, tu es sur Sport en France. Dis-nous un peu comment tu travailles. Est-ce que tu te fais des fiches sur les joueurs de Jeep Elite? Comment tu étudies tout ça pour être prêt le jour J et donner du spectacle un peu aux gens par le biais de ta voix, quoi? Disons que moi j'ai pas eu vraiment ce mentor, tu vois, ce journaliste qui m'a dit alors ça se passe comme ça, voilà comment. Donc j'ai eu une formation de journaliste classique, mais c'est vrai que le commentateur il n'a pas de formation dans un établissement de journalisme. Donc c'est vrai que je me suis formé sur le tas, un peu en solo avec mes propres codes, mes propres méthodes. Moi j'aime bien aussi la patte un peu à l'américaine, un peu avec de la punchline, un peu avec du show, ce que je trouve qui manquait un petit peu dans le basket français. Okay. Donc j'essaye d'apporter ça et puis moi c'est vraiment un travail de fiche assez importante. Parfois je me dis je travaille un peu trop, tu vois. Je me dis avoir des infos sur des joueurs c'est bien, en avoir 18 sur chaque joueur je suis pas sûr, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai ce travail de chaque équipe à sa fiche. Donc j'ai une fiche pour chaque équipe et puis une fiche pour chaque les joueurs en question. Donc j'essaye d'avoir toujours un espèce de lutin orange assez fluo, assez horrible, mais au moins je peux passer les pages en direct et puis pouvoir regarder le match en même temps et surtout ne pas oublier le jeu parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour raconter ce qui se passe et en plus si on peut avoir des infos en plus c'est bien. Des petites anecdotes, c'est toujours sympa, même aussi après sur les statistiques, j'imagine, toutes ces choses là. En plus ça c'est un calvaire les stats parce que ça change d'une semaine à l'autre, donc à chaque fois que tu reprends tes anciennes fiches, tu fais ça y est, il était 8e meilleur scoreur, il est 3e meilleur passeur, ah mince, et toutes les semaines c'est un bazar, mais c'est archi plaisant parce que tu épluches la presse en permanence, tu épluches les statistiques, par exemple pour l'Euroleague, que je devais faire mais avec le Covid ça s'est pas fait, mais j'avais des équipes turques, j'avais Galatasaray, j'avais Sopron aussi. Tu t'es peut-être aussi entraîné sur les noms des personnes, j'imagine. Et puis c'est drôle parce que tu vas éplucher la presse turque, tu vas sur Google Traduction forcément, mais c'est fascinant parce que tu découvres des personnalités, des joueurs que tu connais pas à la base et quand tu commences à les commenter, etc., ça devient des personnes très connues. Okay, ouais, tu as quand même toute une phase en amont de recherche, un gros travail. Okay. Est-ce qu'il y a une différence selon toi entre le basket 3-3 et 5-5 à commenter? Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Ouais, je pense que c'est plus rapide le 3-3, tout simplement dans le commentaire. C'est vrai que ça s'arrête jamais, on a l'impression. Alors heureusement c'est 10 minutes de jeu, donc il y a des petits off à chaque entre-match, mais c'est vrai que c'est 12 secondes de possession, donc tu as un drive dans la raquette toutes les 5-6 secondes grand max, et puis ça s'arrête pas. C'est beaucoup d'énergie aussi et une phase d'énergie qu'on doit garder sur le long terme, contrairement à un match qui va durer vraiment sur l'intensité d'un commentaire, allez grand max 2 heures. Là on est sur quasiment une journée qui commence du début de la matinée au soir avec des matchs qui s'enchaînent. Moi j'ai eu l'occasion de te voir à l'Open de France 3-3 à Nantes cet été. Tu étais là sur 2 jours.
2 jours intenses. C'est physique. Ouais, vous étiez 3 et donc j'imagine que il y avait un roulement, mais quand même c'était vraiment intense. Le piège c'est qu'on est 3, mais il y a un journaliste. Donc le journaliste il reste assis et les 2 consultants font le roulement. Okay. Mais le truc c'est qu'on est tellement porté par une énergie, tu vois, on est dehors, en extérieur, il y a de la musique. On a presque des fois pas l'impression d'être dans un événement où on doit vraiment travailler dur, etc. On vit le truc comme un peu un chill de l'été, tu vois, et on se laisse porter par la vague. Donc c'est vrai que c'est 6-7 heures de live, mais au final, sur tout condensé, on a l'impression de vraiment bosser 4 heures, quoi. Okay. Et du coup, cette année, tu vas avoir l'occasion de faire d'autres tournois 3-3 ou des compétitions 5-5. Est-ce que tu peux nous dire un peu les rendez-vous qui viennent pour toi? Du côté du 3-3, ça fait plaisir parce que c'est vrai que l'année 2020 a été un petit peu à l'arrêt. Il y a eu très peu de tournois sur l'Open 2, la Super League 3-3. Donc là, apparemment, le calendrier serait complet et on va avoir vraiment des dates à travers toute la France. Okay. Donc je vais reprendre mon taf de speaker aussi parce que j'en fais un petit peu. J'essaye d'aller dans quelques villes de France pour animer aussi. C'est un taf totalement différent, mais très plaisant aussi. Où là c'est pas commenté pour les téléspectateurs mais vraiment pour le public et pour la ville en elle-même. Donc normalement je serai à Poitiers, je serai à Paris et puis également du côté de Pau. Donc ça va être des petits tournois avant l'Open de France qui est l'apothéose de cette Super League 3-3. Okay. Et du coup, pour aller un peu sur le métier de speaker aussi que tu fais depuis 2 ans, c'est ça? Ouais. Tu peux nous dire comment, 3 ans plutôt, comment tu travailles ça, comment tu arrives à faire vivre les gens, faire les transitions avec les spectacles ou des choses comme ça? C'est drôle parce que pour le coup, des speakers plus traditionnels découvrent un peu ma façon de bosser qui est un peu différente de la leur. Okay. Moi, de base, je suis pas forcément un animateur, je suis pas quelqu'un qui va faire lever les foules, aller danser, etc. Cet ambianceur. Mais c'est vrai que j'essaye d'apporter ma patte de journaliste, ma fibre un petit peu plus dans l'information, dans l'éducation des gens qui sont sur place. Donc vraiment raconter l'événement et essayer de raconter qui sont les personnes qui sont sur joli. J'essaye vraiment d'éduquer les spectateurs qui sont sur place et de leur donner un maximum d'infos. Et c'est vrai qu'un speaker plus traditionnel va peut-être oublier cette partie-là un peu plus que moi j'essaye d'apporter, c'est-à-dire qui est-il, quel est ce joueur, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, d'où il vient, même si c'est un club amateur, même si c'est pas quelqu'un de... J'essaye toujours d'avoir cette petite info et d'aller toujours chercher, même si c'est pas un joueur très connu, dans ses réseaux sociaux, dans ces trucs-là, pour avoir une petite anecdote à raconter en direct. Du coup Lucas, est-ce que tu veux nous parler un peu le rapport entre le basket français, les médias et tout ce qui est la digitalisation? On voit que le basket français prend une part un peu plus grande chaque jour en France auprès des téléspectateurs. La LNB pousse aussi sur les réseaux sociaux et là on voit aussi avec l'ouverture au basket 100% gratuit avec Sport en France, l'équipe, je disais tout à l'heure, ou LNB TV. Toi, quel est ton avis là-dessus? Comment tu vois le basket français évoluer? C'est vrai qu'il y a une frustration sur ces 10 dernières années, c'est que pour moi on a raté quelque chose. Alors là super, on a l'occasion de montrer au basket français, enfin au public français, que le basket a vraiment un intérêt et en plus sur de la gratuité, sur du clair, on se rend compte que il y a des affiches, il y a du spectacle malgré le huis clos qui s'est généralisé cette saison. On a des belles affiches et on a des beaux moments à raconter. Mais je pense que la digitalisation, ce qu'on a vu, ce qui s'est très bien fait aux États-Unis avec la NBA ou même un peu plus l'Euroleague, on se rend compte que ces 10 dernières années, ça a été un petit vide. Mine de rien, on a raté quelque chose. L'explosion des réseaux sociaux, l'explosion des vidéos sur Internet, on a raté ça et aujourd'hui, je pense qu'on est en train de se remettre dans le bon sens. On voit que la LNB se développe de plus en plus. Une chaîne YouTube qui s'est lancée il y a 2-3 ans maintenant, donc c'est récent par rapport à plein d'autres, mais il y a du mieux, il y a des contenus qui se développent et c'est là où ça va se jouer pour un jeune public aussi, c'est de voir du basket au quotidien. On a besoin de voir du basket français au quotidien pour éduquer les gens et se dire tiens, à côté de chez moi, il se passe quelque chose, il y a des joueurs, il y a des histoires, il y a un public qui vient chaque semaine dans cette salle, donc je vais y aller. Il faut donner envie aux gens comme ça. Okay. Est-ce que toi, c'est un objectif de commenter l'équipe de France plus tard ou de faire des JO ou des choses comme ça? Est-ce que c'est des objectifs pour toi? C'est des objectifs évidemment, je ne vais pas te mentir, c'est l'objectif numéro 1, c'est les Jeux de Paris 2024, pourquoi pas,
Tokyo ça fait un peu court, mais bien sûr, mais en tant que commentateur, on a envie d'être au contact de ces personnes-là. Je suis en ce moment au commentaire avec Fred Weiss. Quand je lui parle de Jeux Olympiques, lui, ça le connaît, il est vice-champion olympique en 2000. Il me raconte et moi j'ai des étoiles dans les yeux. Je pourrais jamais le vivre en tant que sportif, mais en tant que commentateur sportif, c'est évidemment un rêve. Ouais. Bah, c'est aussi un rêve pour moi en tant que photographe ou vidéaste. Et tu seras, toi, tu rentreras, tu seras là sous la tour Eiffel à regarder du basket 3-3, à faire les photos, évidemment. Non mais ouais, donc je te comprends et surtout toi quand tu es au bord du terrain et tu vois des joueurs internationaux passer, que ce soit masculin ou féminin, j'imagine que ça doit être… Ben ouais, et puis moi je me suis spécialisé dans le 3-3, donc forcément j'espère qu'on me donnera ma chance. Les grands médias, après ils sont pas nombreux pour faire les Jeux Olympiques, hein. Il y a France TV et un autre en général. C'est vrai que le basket 3-3 est olympique à partir de Tokyo, donc on espère sur les années futures que j'y serai. Ouais. Et du coup, tu nous parlais un peu des réseaux sociaux avant. Toi, tu as commencé récemment à faire des vlogs, vu que tu vas dans les salles en France de l'NB, de Jeep Elite. Tu vlogs, tu fais des interviews avec les joueurs. Comment t'es venue cette idée-là et comment ça se passe ? Bah déjà, je pense que la crise sanitaire y a joué pour beaucoup. J'avais envie de raconter ce qui se passait pour les gens qui ne pouvaient pas être dans les salles. Donc ça m'a donné envie de me lancer là-dedans. C'est vrai que j'avais lancé une chaîne YouTube il y a très longtemps, en 2013. J'étais un des premiers d'ailleurs sur le basket, si c'était le premier à l'époque, où je faisais des chroniques NBA avant que d'autres se lancent, les Valentin, les Briscoe, etc. C'est la génération un peu plus 2016-2017. Et c'est vrai que j'avais lancé cette chaîne et elle était à l'arrêt depuis 3 ans parce que j'avais eu une activité un peu plus prenante, etc. dans le monde du basket et voilà. Donc là je me suis dit, mon activité de commentateur, c'est pas possible, il faut que je la partage aux gens. Je vois tellement de choses dingues, je suis dans les coulisses, je suis aussi près des joueurs vraiment en permanence les week-ends et j'ai besoin aussi d'éduquer les personnes sur ce qu'est le basket français aujourd'hui et il mérite de l'exposition, je pense, avec des vrais personnages. J'ai suivi Isaiah Cordinier à Nanterre où voilà, on se rend compte de la personne qu'il est et du phénomène qu'il est. Il a claqué comme par hasard le poster de l'année quand j'étais sur place contre Dijon. Comme par hasard, la semaine d'après, il est énorme en équipe de France. Donc ça fait partie des joueurs qui brillent sur notre territoire et il faut les exposer. Ouais, carrément. C'est vrai que c'était impressionnant ce dunk. Je pense qu'il a fait le tour de l'Europe et peut-être un peu du monde, ça dépend. On a mis du temps à s'en remettre avec Angelo, là on a bondi, ça met une énergie. Alors s'il y avait eu l'énergie aussi des spectateurs en plus, je te laisse imaginer ce que ça aurait donné. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies émotions sur les parquets et on a des vrais talents. Ouais. Lucas, je te remercie d'avoir pris le temps pour cette interview. J'espère que les gens qui vont regarder cette interview ont compris un peu le métier de journaliste, commentateur, speaker, toutes ces facettes-là du métier, qui sont des métiers un peu pas cachés, mais c'est pas les premiers métiers qu'on va voir. Confidentiels. Confidentiels. Ouais. Et par le biais de tes vlogs que tu fais, on peut découvrir toutes les coulisses, les insides des matchs et des joueurs. Donc allez voir aussi la chaîne de Lucas Nico. Ouais. Puis voilà, merci à toi et puis prends soin de toi et on se rejoint sur les terrains de basket avec Lucas Nico et sa belle voix. Voilà. À bientôt les gars. Ciao tout le monde. Bon, ça a l'air bon.